Nous allons commencer d'abord en excusant l'absence de notre président, M. Jurado, qui avait des obligations, comment dire, prioritaires ce soir par rapport à notre webinaire numéro 5. Alors, pour rappel, donc c'est le cinquième d'une série qui était prévue de 5 et qui normalement doit se terminer par une réunion que l'on prévoit mi-mai, fin mai. Et donc ce soir, nous allons parler en particulier donc de l'approvisionnement durable, qui est la dernière partie du cycle qui avait été mis au point par l'équipe projet pilotée par Marie-Josée, qui prendra la parole tout à l'heure. Donc le deuxième point, c'est de remercier les participants. Nous avons 4 intervenants ce soir et pour l'instant, nous attendons une trentaine à une quarantaine de spectateurs qui ne sont pas encore tous présents, mais nous devons commencer parce que les horaires nous imposent. Les questions pourront être posées dans la rubrique questions. Et c'est Monsieur Thierry Hotkin qui fera la synthèse et que nous pourrons ensuite discuter sans interrompre les présentations, mais en fin de session, disons vers les 18 heures, entre 18 heures et 18h30. Voilà. Donc je laisse la parole à Marie-Josée qui pilote ce projet pour introduire le webinaire numéro 5. Oui, bonjour à tous. Merci à Jean-Marie pour ces informations techniques qui vont faciliter le déroulement de notre visio. Avant de vous présenter les conférenciers d'aujourd'hui, je vais vous communiquer quelques informations sur notre programme. Alors, vous connaissez maintenant un peu Timoto, nous sommes à peu près 80 managers de l'automobile et nous avons participé à de nombreux salons dans le cadre de notre association pour en particulier aider les startups pour la promotion de leurs produits dans les villages de startups que nous animions. À cette occasion, nous nous sommes rendus compte que la connaissance que nous possédions pouvait être mise à profit pour les renseigner sur le monde très complexe de l'automobile et de la mobilité et peut-être les aider à progresser plus rapidement dans ce milieu. Ces constatations nous ont motivés pour organiser ce programme et la pression environnementale ainsi que l'évolution rapide des mentalités nous ont alertés sur l'importance de ces thèmes. C'est tout naturellement en pensant à l'économie circulaire qui répond à de nombreux aspects environnementaux et sociétaux que nous avons concocté le programme que je vais détailler plus tard. D'où également l'importance du choix des participants, intervenants ou spectateurs auxquels nous avons proposé notre programme. Tout d'abord, des représentants des startups, et ce sont les piliers de notre projet. Ces startups ont toute l'ambition de contribuer à l'essor de l'économie circulaire dans le cadre des mobilités. Ces intervenants vous apporteront des preuves de leur engagement. Des investisseurs qui cherchent à mieux comprendre les enjeux et les freins au développement. Des professionnels intervenants, des spectateurs qui ont manifesté leur intérêt, dont certains. Excusez-moi, il y a un bruit de fond très gênant, un bruit de fond. Y a-t-il quelqu'un? Voilà, bon, c'est bon. Des professionnels de l'automobile, intervenants et spectateurs, qui ont manifesté leur intérêt et dont certains viendront nous parler de leur expérience tout au long de ces visions. Enfin, les membres de notre association, qui ont une grande connaissance interne de la filière, nous espérons de leur part une participation active pour échanger et enrichir le débat. Alors, un petit rappel de notre programme. Donc, nous avons eu un rendez-vous par mois depuis le mois de novembre. Donc, tout d'abord, nous avons abordé l'économie circulaire et les mobilités avec des points de vue variés et complémentaires. Donc, nous avions un représentant de l'AFNOR, Pascal Thomas, Jean-Denis Kurt de Renault et Olivier Sicot, enseignant-chercheur de l'ISAT et élu local du côté de Nevers. En décembre, nous avons abordé les 3 étapes initiales du cycle de l'économie circulaire. L'éco-conception avec Philippe Sandrin de Tibes, qui fabrique des ambulances qui durent. L'écologie industrielle avec Gradier de la Cotino, qui travaille chez Siemens.
et l'économie de la fonctionnalité avec Bruno Flinois de la start-up Clem, qui propose de mise à disposition et du système de chargement associé. Il manque un mot. De mise à disposition des voitures électriques et du système de chargement associé. C'est un package qui permet de proposer des solutions de mobilité inclusives dans les lieux plus isolés. Le 20 janvier et le 16 mars, nous avons illustré deux aspects de l'allongement de la durée d'usage. D'abord, l'optimisation du produit sur le thème des motorisations du parc roulant, avec l'intervention de Bernard Julien, maître de conférence en économie, Julie Vattier du Business Unit après-vente de Groupe Renault, spécialiste de l'économie circulaire, de Jacques Poker, CEO de la start-up Logico, qui a présenté son produit Green Performer, un système d'électrolyse produisant de l'hydrogène pour réduire la consommation et les émissions polluantes des moteurs. Enfin, Émeric Libaud, CEO de Transition One, a parlé de sa solution de rétrofit électrique. Donc, le deuxième aspect concerne l'utilisation des pièces détachées de réemploi. À cette occasion, nous avons accueilli Véronique Morel, Senior Vice President Business Unit Circular Economy de Stellantis, qui a précisé la vision du groupe de donner une deuxième vie aux pièces automobiles pour satisfaire tous les clients partout dans le monde. Stéphane Broscaillé, cofondateur et CEO de la start-up Reparcar, qui a présenté le marketplace Reparcar.fr, tiers de confiance, qui simplifie l'accès à la pièce de réemploi de qualité et garantie. Enfin, Fabrice Henriot, président d'Alocas Auto, déconstructeur et vice-président de la filière de déconstruction automobile de Fédérec, qui a présenté le métier de déconstruction et les difficultés rencontrées pour améliorer le ratio des pièces de réemploi. Enfin, aujourd'hui, nous parlerons de recyclage et de l'approvisionnement durable, terminant ainsi la boucle de l'éco-conception. Pour clore cette série, nous allons certainement réaliser une 6e et dernier webinaire prévu le 20 mai. Bon, nous savons qu'aujourd'hui, il y a peu de chances que ce soit en présentiel. Nous parlerons des temps forts des visioconférences précédentes et lancerons un plan d'action pragmatique dans le but d'accélérer le déploiement de cette démarche d'économie circulaire encore plus d'actualité avec les bouleversements du moment. C'est le jeudi 20 mai qui a été choisi pour ce dernier rendez-vous avec, nous l'espérons, une suite encore plus concrète et productive. Alors, revenons à aujourd'hui. Les 4 intervenants de ce jour abordent la dernière partie du cycle de l'économie circulaire ainsi que la première phase. Comme vous le verrez, l'une ne va pas sans l'autre. Tout d'abord, je vous présente Jean-Pierre Labonne, président de la filière de déconstruction de Fédérec. Il nous parlera de la situation des métiers du recyclage automobile et des difficultés avec les évolutions technologiques actuelles. Arnaud Montesinon, PDG de RJ Modelage, va nous expliquer l'intérêt de la thermocompression pour la revalorisation des matériaux dans l'industrie automobile. Tristan Mathieu, responsable application technique et composite de la société Terre de Lin, expliquera l'intérêt de cette fibre naturelle dans le milieu industriel. Et pour finir, Jim Pasquet, cofondateur et directeur général de SAS Minimum, va vous exposer comment ils ont réussi à donner un sens et un usage aux déchets. Son produit, le pavé, est plein d'avenir. Après ces présentations, nous aurons une table ronde de 20 minutes suivie de questions des spectateurs. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et donne la parole à Jean-Pierre Labonne qui nous parlera de la situation des métiers du recyclage automobile et des difficultés avec les évolutions technologiques actuelles. Merci Jean-Pierre. Merci. Merci, bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez bien. Oui, donc, je m'occupe de la filière de la déconstruction des automobiles au sein de Fédérec, la Fédération de recyclage. La déconstruction des VHU, c'est une part entière, en fait, de la filière automobile. On l'a rappelé à notre président il n'y a pas très longtemps par rapport aux enjeux économiques pour valoriser et les primes à nouveau donc à la reconversion qui était distribuée. On a rappelé que la déconstruction, c'est une part entière de l'automobile, de la filière automobile. Et
Alors, c'est une activité qui marche pas trop mal sur le papier, puisqu'elle répond à des objectifs, en fait, d'une directive européenne qui a été fixée il y a déjà une vingtaine d'années et qui demandait que pour 2015, le VHU, le véhicule hors d'usage, soit traité au mieux et qu'il génère le moins de déchets possible. Donc, il fallait à l'époque, l'objectif qui a été atteint d'ailleurs en 2015, était que donc le véhicule devait être recyclé et réemployé pour un taux minimum de 85% du poids de la voiture, sans distinction. C'est-à-dire qu'on peut faire 100% de recyclage et zéro de réemploi, réutilisation, pièces d'occasion, ou l'inverse. Mais voilà, il fallait donc atteindre 85%. Et puis, on avait droit à 10% du poids de la voiture en valorisation énergétique. C'est-à-dire, par exemple, l'incinération des polypropylènes, des isolants qui génèrent de l'énergie pour chauffer une zone industrielle. Ça faisait partie, donc, c'était positif dans le bilan. 85 plus 10, 95. Donc, on avait donc le droit, on n'avait plus le droit de n'enfouir que 5% du poids de la voiture. Je rappelle que dans les années 80, c'est à peu près 20, 22, 23% du poids de la voiture qui était enfoui. Et ce qu'on appelle aujourd'hui un déchet ultime. Et ce taux de 22, 23% est tombé à 5% à peu près aujourd'hui, puisqu'on a atteint en 2017, on a atteint 94,6% en fait. Donc, c'est pas trop mal. Donc, sur le papier, tout va bien. Les taux fixés sont atteints. Une nouvelle révision de la directive européenne est en cours, qui va certainement mettre à contribution les metteurs sur le marché, c'est-à-dire les constructeurs, et les gros utilisateurs que sont les assureurs. Et peut-être qu'elle va redonner une part différente au réemploi. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va fixer un taux de réemploi minimum. Aujourd'hui, sur les 85% de réemploi et recyclage, on est en moyenne à 8% de réemploi, ce qui est pas mal, mais c'est encore trop peu. Voilà pour les chiffres. Et le contexte qui était fixé à l'époque, on en parle aujourd'hui, c'était l'éco-conception. Moi, j'ai entendu parler d'éco-conception sur la voiture pour la première fois dans ces années 85-90, où on avait conscience qu'une éco-conception limiterait les enjeux environnementaux pour plus tard. Hein, durée de vie d'un véhicule, c'est 18 ans en moyenne. Et donc, on a demandé aux constructeurs de faire de l'éco-conception, éco ne voulant pas dire économique, hein, mais bien écologique, c'est-à-dire prendre en compte les matériaux qu'on utilisait pour faire la voiture, de façon à ce qu'en fin de vie, on soit dans des ratios corrects et acceptables. Cette éco-conception demandée, à mon sens, est restée une vue de l'esprit. L'éco-conception n'a pas été vraiment appliquée. Je dirais même que c'était l'inverse. Parce que si on considère la recyclabilité, la durabilité d'un véhicule des années 70-75, une 4L par exemple, et aujourd'hui les nouvelles DS, vous comprenez que le traitement du véhicule en fin de vie n'est pas du tout aussi aisé aujourd'hui qu'il est à l'époque. Donc, on a beaucoup de problèmes, dont on parlera après, du fait de ces nouvelles conceptions de véhicules qui ne sont pas du tout de l'éco-conception, à mon sens. Voilà pour introduire peut-être la position de cette filière de déconstruction du VHU en France. Alors, donc, merci d'avoir passé le slide suivant. Donc, j'avais parlé de l'évolution de la directive VHU. Donc, on l'attend dans le mois. Hein, et la première partie où je vous parle de la loi de l'économie circulaire et d'un éco-organisme ou système individuel qui sont demandés par le gouvernement actuellement de façon à gérer la REP véhicule. La REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Le gouvernement français prend conscience aujourd'hui que les constructeurs ne sont pas du tout impliqués dans le traitement des VHU, des véhicules en fin de vie, à la fois parce que effectivement la filière VHU a été autonome et indépendante jusqu'à aujourd'hui. Elle a su, à ses frais,
financièrement, économiquement gérer son travail. Donc, elle sait reprendre les VHU en fin de vie et traiter, faire la dépollution, traiter dans les règles de l'art tout ce qui est issu du démantèlement des VHU, sans demander l'intervention des constructeurs, des metteurs sur le marché, sans faire jouer donc la responsabilité élargie des producteurs. Aujourd'hui, le gouvernement français considère, et il a raison, que les véhicules sont de plus en plus comment dire, compliqués à gérer. Si vous voulez, vous avez des produits polluants, comme par exemple les huiles de vidange, les liquides de frein, voilà, les pots catalytiques. Et aujourd'hui, on a des produits de plus en plus compliqués à traiter, notamment dans les batteries des véhicules électriques. On va les appeler les batteries de traction. Contrairement aux batteries de démarrage et les batteries au plomb qu'on connaît bien sur les voitures thermiques depuis toujours. Donc, le traitement des batteries donc de traction, le traitement de certains plastiques qui sont chargés avec des retardateurs de flamme, comme du brome, qu'on appelle donc des POP, j'aime bien le petit mot POP, comme polluants organopersistants. Qu'est-ce qu'on fait de ces produits? Donc aujourd'hui, le gouvernement s'interroge et se dit que peut-être que la filière ne va pas pouvoir satisfaire aux futures comment dire, contraintes environnementales sans que les metteurs sur le marché, c'est-à-dire les constructeurs, s'intéressent de près à ce problème de la déconstruction des véhicules en fin de vie. Voilà pour les évolutions législatives. Et ça, c'est un gros morceau qu'on connaît en ce moment parce que tout le monde est impliqué. Les constructeurs, bien sûr, les équipementiers, les assureurs, tout le monde s'implique, tout le monde cherche. Et peut-être qu'on fera enfin de l'éco-conception. Après, je faisais une petite parenthèse sur les éco-organismes EO ou SI, système individuel. Voilà, c'est juste parce que effectivement certains constructeurs ne sont pas sur la même longueur d'onde, donc chacun veut son propre système de gestion, alors que le gouvernement préférait un seul. Mais on n'en est pas encore là, on est en pleine discussion. Alors là, l'éco-conception des véhicules. Oui, en fait, la grosse difficulté, on connaît des difficultés sur des nouveaux produits, notamment des plastiques, dans des quantités compliquées. Enfin, disons, on a beaucoup de plastiques différents. Avant, on n'avait que du polypropylène et du PE et peut-être du PU. Aujourd'hui, on a des complexes et qui sont assemblés et c'est très difficile à traiter. Si on veut diminuer le taux d'enfouissement, le taux de déchets ultimes, les fameux 5% qui restent, il faut s'intéresser maintenant à des détails. Mais à ma connaissance, à mon sens, le plus gros détail, c'est la planche de bord. Une planche de bord, c'est assez lourd. Et aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas séparer la peau PVC qui est dessus, qui est sur le PP ou le PE, la glace, entre guillemets, des compteurs qui est en PA, avec dedans en plus après des métaux. C'est très compliqué. Donc là, on a un souci de conception, donc qui ne nous permet pas de traiter à 100% cette planche de bord, par exemple. C'est une planche de bord. Les textiles, c'est pareil. On ne sait pas où mettre les textiles. Voilà, il y a des produits pour lesquels on n'a pas de solution. Et puis, on a aussi un gâchis avec, par exemple, les terres rares qui sont dans certains moteurs électriques, et donc qu'on n'a pas en France. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ces terres rares et on ne sait pas, on sait pas où ils sont. On a fait une commission avec la DGPR, la DGE et les gros industriels, les gros recycleurs de terres rares. Vous savez qu'on n'en a pas en France. Donc, on s'intéresse à ce qu'on a dans le recyclage. Et aujourd'hui, ces terres rares, ils sont complètement inexploités parce qu'ils sont collés après les aciers et ils partent dans les fours et ils sont absolument pas exploités, traités, recyclés, récupérés. Donc, c'est des gros gâchis. Aujourd'hui, il faut essayer de trouver des solutions pour les arrêter. Et puis, ce qui va être la cerise sur le gâteau, si je peux le dire comme ça, c'est le véhicule électrique. Parce que dans les véhicules électriques, vous avez beaucoup de terres rares dans les moteurs électriques qui sont très durs à désassembler, mais je pense qu'on va trouver. Et par contre, on a des gros soucis avec les piles, donc ces fameuses batteries, pardon, pas des piles, mais des batteries de traction, qui sont très, très difficiles à recycler. Des problèmes environnementaux, des problèmes de santé, et puis après d'efficacité sur le recyclage des véhicules. Voilà, en gros, pour le futur en fait de cette filière. Donc, je ne parle pas des risques d'incendie ou des risques. Donc, je parlais des risques sanitaires, mais c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui quand on récupère un véhicule
on ne sait pas quel est le type de batterie à l'intérieur. On ne sait pas, donc on est en train de former à tour de bras toutes les équipes de gens qui font le démantèlement pour leur propre risque d'électrocution, d'incendie. Vous savez que ces piles au lithium-ion, etc., sont facilement, font des départs de feu assez fréquents, c'est assez compliqué. Voilà, donc je parlais des POP et on peut aussi parler des gaz utilisés pour la climatisation. Mais si on parle des plastiques, par exemple, des plastiques qui sont chargés avec des retardateurs de flammes, et si on parle d'éco-conception, on voit bien que là, on est complètement dans l'illogisme. C'est-à-dire qu'on conçoit, on équipe des véhicules avec des plastiques dopés avec des retardateurs de flammes, et puis en fin de vie, on ne sait pas où mettre ces plastiques dopés. Donc on nous pose la question, la DGPR nous a posé la question il y a déjà 1 an et demi, officiellement à la fédération, à Fédérec, en nous demandant qu'est-ce qu'on fait des POP. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse des POP? Vous avez mis des POP dans les voitures, vous ne voulez pas qu'on les mette au recyclage ni à la valorisation énergétique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des POP? Voilà, donc c'est bien ça, une image, mais très concrète, très parlante, du manque total d'éco-conception. Voilà je pense que je vais laisser un peu la parole aux autres. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vais laisser d'abord, ces informations sont très intéressantes et nous permettent de mieux appréhender votre métier et la rapidité de son évolution qui nécessite une détermination sans faille pour faire évoluer les constructeurs automobiles. Donc maintenant, je vais passer la parole à Arnaud Montesino, qui va nous expliquer l'intérêt de la thermocompression pour la revalorisation des matériaux dans l'industrie automobile. À toi, Arnaud. Il faut enlever le... Bonjour à tous. Je vous remercie de vous connecter à cette réunion qui est fort intéressante. C'est très important de parler des procédés en fait. On peut passer au slide suivant pour donner l'historique de la société s'il vous plaît. Donc en fait on existe depuis 1970. Mon père a commencé cette société là en quittant Citroën et s'était lancé dans les portières de CX moulées. Enfin on a tout essayé en thermocompression depuis cette époque là et j'ai repris la société depuis une quinzaine d'années, j'en suis le directeur. Donc en fait, la démarche d'éco-conception, elle m'a déjà semblé logique il y a quelque temps en intégrant au travers de travaux, de financement, d'aide avec avec des groupements comme Moveo par exemple, des pôles de compétitivité où j'accédais aux dossiers de start-up. Et très vite, je me suis aperçu qu'il y avait un gisement de ressources dans l'automobile, un gisement d'emploi et donc de la valeur quoi, en fait. Donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a 7 ou 8 ans. En même temps, je bossais sur tout ce qui était sujet avec les véhicules électriques, surtout les véhicules d'autopartage, puisque j'étais au départ sur les projets de Bolloré. Donc en fait, je me suis aperçu que le moulage que je faisais depuis quelques années avec mon père, il pouvait avoir des applications dans les matériaux et dans l'éco-conception, des produits recyclés, mais aussi des produits qui sont en première monte en fait, avec des fibres naturelles, avec tout un tas de spécificités liées au process de la thermocompression. Alors pour expliquer juste ce que c'est la thermocompression, c'est l'utilisation de la pression et de la chaleur pour mouler deux pièces en fait. C'est pas du thermoformage. Le thermoformage c'est souvent lié à une dépression avec un film plastique qui est chauffé et qui est aspiré par-dessous pour prendre une forme sur une matrice ou un poinçon. Donc voilà, pour recadrer, on peut passer au slide suivant s'il vous plaît. Donc en fait on est équipé, on a toute la chaîne, on est capable de choisir les matériaux en fonction des spécifications des clients. Si les clients arrivent seulement avec un design et d'un cahier des charges fonctionnel, on est capable de dessiner les pièces, on a Katia, on usine les moules, on contrôle, on fait les essais et suivant les profils de clients qu'on a tout simplement, soit on livre les moules, soit on fait la production derrière en petite et en moyenne série. Là, on doit tourner à 15 000 pièces par mois en ce moment pour des applications bâtiment sur un nouveau sujet que j'ai développé avec Saint-Gobain.
Donc là, dans le cadre de cette conférence, le plus important, c'était d'évoquer la fibre naturelle et le plastique recyclé, qui, qui, à mon avis, ont des débouchés très très intéressants. Donc voilà, nous on est équipés en thermocompression et l'objet de cette intervention, c'est de montrer qu'il y a des sociétés en France qui sont capables de vous accompagner. Parce que le tissu industriel dans la thermocompression, quand j'ai repris la boîte de mon père, on était à peu près 7 à 8 concurrents sur le marché. Maintenant, au maximum, on est 2-3 quoi, sur certains sujets. Donc, ce qui prouve que il faut maintenir ce tissu industriel. Et on a tout un savoir-faire que personne ne remontera parce que la ligne de production qui est derrière moi dans l'atelier, elle vaut quand même 1 million d'euros. Donc, avant d'investir 1 million d'euros en ce moment, on réfléchit quand même au business plan sérieusement. Donc voilà un peu ce que l'on fait et on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, c'est une photo de la presse dans l'usine pour vous montrer que c'est quand même des moyens industriels qu'on a à la disposition des équipementiers pour développer des solutions en fibre naturelle ou des nouveaux procédés liés à la thermocompression ou à l'affichage. Et en fait, voilà la présentation très rapide du tissu industriel qui est à votre disposition. Est-ce qu'on peut passer à la présentation suivante? On fait quand même des pièces qui peuvent aller jusqu'à plus de 2 mètres, hein, donc c'est pas des petits moyens. Donc là, j'ai mis un petit exemple de ce qu'on avait fait pour Zodiac Aerospace, qui est maintenant Safran, où ils nous avaient donné la CAO, des coques business class, avec beaucoup de composants. Il y a la télé, enfin il y a beaucoup de pièces différentes et en fait on avait fait tout le bâti, on est capable d'accompagner les gens du design jusqu'à la production, jusqu'aux pièces. Donc en fait ce qui est intéressant c'est ce que vous voyez sur les photos avec le fait qu'on est capable de tout intégrer en interne jusqu'au contrôle laser. Et donc le point qui nous concerne aujourd'hui c'est vraiment les photos d'en bas où on voit différentes pièces moulées avec des affichages, que ce soit des fibres naturelles, des garnissages, des panneaux de porte. Où là, je vous montre un exemple sur la i3 et la i8. Ils ont été précurseurs en fait sur ces solutions-là. Donc après, de la fibre naturelle avec un surmoulage en injection pour faire des zones techniques. Et après, vous montrer aussi une planche de bord en vous expliquant, par exemple, que Mercedes a compris bien le sujet puisqu'en fait ils vont décliner toute leur planche de bord en fibre naturelle d'ici peu de temps, parce qu'effectivement le sujet de la planche de bord c'est vraiment un sujet épineux. Il y a aussi des affichages de textiles qui sont difficiles à gérer, il y a les collages, il y a toutes les pièces plastiques qui sont derrière avec les conduits d'air. Donc c'est vraiment effectivement, comme le disait Monsieur Labonne, un sujet très compliqué, les planches de bord. Après, il n'y a pas que les planches de bord, bien évidemment, qui sont des sujets qui vont être compliqués à traiter, entre les garnissages de pavillons qui sont remplis de verre ou les insonos sous tapis qui sont moussés derrière la moquette, et pour pas que la mousse elle traverse on met du latex. Alors mousse PU, latex, moquette, c'est plus évident. Il est évident que certains équipementiers ont passé le cap maintenant en travaillant avec des feutres coton moulés, ce qui permet quand même de pouvoir séparer les pièces pour le démantèlement, ce qui est vraiment la base de l'histoire. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît? Voilà, donc en fait, voilà l'ensemble des gens qu'on côtoie régulièrement. Ça peut être des équipementiers, des constructeurs. On travaille en direct pour Stellantis. On a beaucoup travaillé pour Bolloré. Effectivement, le sujet des barrières feu sur les packs batteries, ça m'a bien plu puisque j'ai fait tout le développement des packs batteries pour Bolloré, puisqu'en fait on était sécurisé sur la lithium polymère en termes de feu, en termes d'utilisation. Par contre, on avait peur des feux lors des manifestations, ils pouvaient nous mettre le feu sous la voiture. Donc j'ai fait tout le développement et toute la production série pour Bolloré et pour Autolib. Donc je connais très très bien le sujet des barrières feu et j'étais appuyé par Saint-Gobain qui était un partenaire essentiel puisque les pièces sont souvent faites en feutre de verre moulé. Voilà. Donc voilà un peu la présentation. Est-ce qu'il y avait d'autres slides? Je pense que oui. Il y en avait un autre. Voilà, alors là j'ai synthétisé un peu tout ce que j'ai entendu dans les différentes conférences.
Les barrières à franchir, en fait, alors là, c'est un message adressé vraiment aux constructeurs, c'est comprendre et accepter pour les constructeurs que l'éco-conception a un coût momentané supérieur aux solutions actuelles. Ça, il faut quand même qu'ils comprennent parce que de toute façon, pour l'instant, il faut que ce marché s'alimente et pour après passer sur la filière de recyclage, il faut forcément qu'il y ait du volume. Donc il faut concevoir dès maintenant des véhicules qui soient facilement démontables avec des produits qui soient éco-conçus. Passer dans une démarche de conception de masse sur les nouveaux programmes pour alimenter la filière du recyclage, c'est ce que je viens de dire. Faire évoluer les cahiers des charges et revoir les plans de validation en fonction de l'utilisation réelle. Car les utilisations vont évoluer avec ce grand écart commercial qui va être du haut de gamme jusqu'aux véhicules d'autopartage, parce que ça, c'est sûr qu'il va y en avoir. On ne se pose pas la question de savoir si peut-être il va y en avoir. C'est sûr parce que les jeunes n'ont plus la possession, n'ont plus la notion de possession, mais la notion de jouissance. Donc en fait, ils veulent aller du point A au point B. À la limite, ce qui les embête aussi, c'est de passer le permis. Mais voilà. Donc là, pour l'instant, on est dans cette démarche-là. Donc les objectifs industriels, enfin mes objectifs, parce qu'en fait nous on est industriels, donc tous les mois il faut quand même qu'on ait des idées, il faut qu'on facture, il faut qu'on trouve des solutions, et en plus si on les trouve éco-conçues, c'est quand même parfait. Donc en fait une démarche d'accompagnement pour RJP, c'est-à-dire du produit au process, la validation industrielle, être réactif parce qu'on est une petite société, on est en proximité, on est à 30 km de Paris. Donc on n'est pas loin de PSA ni de Renault. Donc il n'y a pas de souci. Donc les exemples, je vous en ai déjà cité un puisque je vous ai parlé de Bolloré j'ai vraiment insisté et ça s'est très bien fait avec Tim pour intégrer SAS Minimum qui est vraiment un modèle avec des jeunes qui vont réussir, j'en suis sûr. J'aurais bien pris des parts dans leur société. Donc je suis sûr que ça va marcher ce qu'ils sont en train de faire. Et Terre de Lin, parce que Terre de Lin, il faut vraiment parler de cette coopérative agricole qui a vraiment tout pour réussir. Et effectivement, Tristan va beaucoup mieux développer que moi les activités de Terre de Lin. Trouver des nouveaux matériaux, alors ça c'est ce que je cherche à faire depuis quelques années. Des process aussi, la cadence automobile, c'est-à-dire qu'en fait nous, dans l'automobile, on cherche la seconde. On cherche la seconde pour faire des pièces. On a vraiment des cadences à respecter. On ne peut pas concevoir une pièce pour 1800 véhicules au jour comme une coque de Formule 1. Ça ne marche pas. On n'est plus dans la même cadence. Et en fait, ce qu'on fait aussi, c'est de la validation industrielle. Donc voilà un peu ce qu'on essaie d'apporter. Se diversifier pour conquérir des petites productions séries à forte valeur ajoutée, ça c'est ce qu'on fait. Je me suis aperçu qu'en fait il y avait des trous dans la raquette parce que personne ne voulait faire mon métier en petite série ou en développement, donc tout va bien. Promouvoir l'éco-conception dans un marché en pleine évolution réglementaire. Alors là, c'est effectivement les sujets qu'on avait abordés dans les différentes conférences, et M. Labonne l'a bien reprécisé juste avant moi, c'est qu'en fait, on ne vous demande pas si vous voulez faire de l'éco-conception, il va falloir en faire. Il va falloir en faire. Donc, soit on s'y met tout de suite en sachant que ce qu'on va éco-concevoir dès maintenant, effectivement, on va le déconstruire dans quelques années. Je ne sais pas vraiment la période de vie. Là, tout à l'heure, j'entendais parler de 18 ans, mais les cycles de vie sont de plus en plus courts. Mais c'est une aberration quand moi je vais chez BMW, qu'on me présente comme l'usine du futur, la i3 et la i8, et que le châssis il est en carbone. Parce que le carbone, on le met en terre, voilà, dans 2000 ans, il est encore là. Donc, il faut mûrir aussi sa réflexion industrielle. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Promouvoir les acteurs locaux avec une sécurité d'approvisionnement et une qualité garantie. Ça, c'était l'introduction où effectivement on s'aperçoit qu'on est vraiment dépendant du marché international et que les Américains en ce moment, puisqu'ils sont en train de repartir, on sert les États-Unis avant l'Europe, fort évidemment. Enfin, voilà. Donc ça, c'est clair. Et là, pour finir ma présentation, que je veux faire très courte parce que les intervenants qui sont après sont précieux sur les arguments, continuer la réunion de synthèse du 20 mai, après la réunion de synthèse du 20 mai, nos échanges techniques tous ensemble. C'est-à-dire que faire des réunions c'est bien, mais après fusionner des projets pour travailler ensemble avec des équipementiers, c'est le top. Donc en fait, ces réunions-là, elles ont vocation après
à servir de synergie et de catalyseur pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Et en fait, là, je pense que j'ai fini ma présentation. Là, pour conclure, tout simplement, parce que j'aime bien Saint-Exupéry, il disait, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors maintenant, dans cette phrase possible, il y a toute la base des intervenants suivants. Donc voilà, je passe la parole aux autres intervenants et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Arnaud. Merci vraiment. Les constructeurs doivent vraiment commencer à évoluer sur le choix des matériaux. Et d'ailleurs, donc les deux exemples que nous allons voir derrière vont illustrer parfaitement ces propos. Donc tout d'abord, Tristan Mathieu de la société Terre de Lin expliquera l'intérêt de cette fibre naturelle dans le milieu industriel. Alors, cher Tristan, c'est à vous. Très bien, merci. Oui, bonjour à tous. Passez tout de suite la slide, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi c'est tout? Non, c'est devant. Oui, enfin, c'est pas grave. On reste comme ça. Mon propos, il va être de dire aujourd'hui, ou dans une démarche d'éco-conception et je dirais, d'environnement de développement durable, on parle de plus en plus des fibres naturelles, mais ce qu'on peut voir arriver, c'est qu'il y a quand même, je dirais, une réticence aujourd'hui à utiliser la fibre naturelle, non pas forcément pour des propriétés techniques, même si on va voir un peu qu'il y a des choses intéressantes, mais c'est aujourd'hui, c'est que sur les grosses masses industrielles, on se pose toujours la question, c'est fibre naturelle égale diversité, est-ce qu'il y a de la matière, est-ce que c'est qualitatif, est-ce qu'on est capable d'assurer une garantie en termes d'approvisionnement, de qualité et de coût. Donc, je vais parler un peu de ces propos-là sur la particularité du lin, justement, qui est au milieu de toutes les fibres naturelles, et déjà une filière qui est déjà grandement en place, même si chacun de vous ne l'ont pas tout à fait remarqué. Donc, on change le slide, s'il vous plaît. Donc, Terre de Lin, le groupe Terre de Lin, c'est avant tout une coopérative agricole qui est située en Normandie. On est 100% français, enfin 100% normand même, parce qu'on est sur la Seine-Maritime et l'Eure. On regroupe aujourd'hui 700 agriculteurs répartis autour de 6 usines réparties sur ce territoire. Bon, pourquoi 6 usines? Parce que nos camions de livraison, c'est des tracteurs, donc on ne peut pas leur faire des milliers de kilomètres. Et dans ces 6 usines, il y a 300 salariés. Les usines en fait, de lin servent essentiellement à transformer le lin pour pouvoir avoir des produits ou des coproduits qui sont directement disponibles pour nos différents secteurs industriels. On transforme 125 000 tonnes de paille. Alors, pour vous donner une idée, un rouleau de paille que vous voyez dans un champ rond, là, que ce soit de la paille de lin ou de blé, ça fait à peu près 200 kilos. Donc, vous voyez, ça en fait quand même un gros paquet. On cultive directement 21 000 hectares de lin sur la Normandie, mais par des associations de coopératives qui passent en fait par une de nos filiales de vente. On gère à peu près 35% de la production mondiale. Aujourd'hui, la production mondiale, enfin l'année dernière, était d'environ 140 000 tonnes de fibres de lin au niveau européen. Bon. De ce fait-là, on est leader mondial. J'ai mis chef d'affaires 2021, on fait 170 millions d'euros sur le groupe en termes de consolidation. Ça, c'est pour montrer qu'on n'est pas non plus des startups aujourd'hui, hein, mais des PME qui ont des moyens financiers et qui sommes organisés d'un point de vue industriel. Mais notre particularité, c'est que la COP a été créée en 1939. Depuis 1939, nous n'en sommes qu'à notre 3e directeur. Donc, on arrive à avoir une certaine stabilité aujourd'hui dans notre politique. Un changement de slide, s'il vous plaît. La suite, s'il vous plaît. Voilà, merci. Notre particularité chez Terre de Lin, c'est qu'on est la seule entité dans la filière du lin où on a absolument tous les métiers. Donc, on est semencier. Aujourd'hui, on nous appelle le Monsanto du lin. La grosse différence, c'est qu'on fait absolument pas d'OGM. Au contraire, on est même plutôt dans l'autre sens, à vouloir supprimer les phytos. C'est ce qu'on a fait sur les semences. Aujourd'hui, on traite nos semences à la vapeur et non plus aux phytosanitaires. Mais on fait aussi du développement de sélection variétale, non OGM, j'ai précisé, c'est pour préparer
on va dire, les plantes de demain. Vous avez tous vu, là, on l'a vécu ces 15 derniers jours, les changements climatiques, que ce soit du gel ou de la chaleur. Bon, ben, nous, par la sélection variétale, on peut faire en sorte d'améliorer les qualités de notre plante pour qu'elles résistent mieux au froid, mieux à la chaleur, mieux aux maladies. Pour tout ça, éviter soit d'arroser, soit des traitements. Ça, c'est une vraie démarche au niveau de la coopérative et qui va se prolonger. Cette démarche environnementale se prolonge sur l'ensemble de nos cultures. Donc, première étape, semencier. On détient aujourd'hui 80% des semences mondiales de lin parce qu'on est la dernière entité à avoir un laboratoire de développement spécifiquement au lin. Ensuite, la culture, bon, c'est nos agriculteurs. Évidemment, on a tout un ensemble, on va dire, ce qu'on appelle les agents de plaine pour les accompagner pour les qualités des récoltes. Et puis après, on a le teillage. Donc, la partie du teillage, c'est vraiment la séparation des coproduits. Parce que le lin, c'est que j'aime bien dire, c'est comme le cochon. En fait, on récupère tout. On a 5 produits dans le lin. Je vais aller très vite. C'est les graines, la poussière, la paille, les fibres courtes, les fibres longues. Donc, la poussière, c'est pour faire du compost. Les graines, c'est soit pour semer, soit pour manger. Hein, le réseau bleu-blanc-cœur est alimenté par nos graines de lin qu'on ne peut pas ressemer. Les pailles, ça sert à faire soit du paillage, soit des panneaux, type panneaux de mélaminés. Les fibres courtes, ça sert de teillage, ça sert soit dans la pâte à papier. On parlait des Américains tout à l'heure, il y a 25% de lin dans le papier monnaie du dollar. Et ça sert aussi dans l'automobile, notamment surtout les insonorisations, pavillons, passages de roues, portières, les insonos en fibres naturelles, on a une grosse partie qui sont en lin mélangés avec des polypropylènes. Et les fibres longues, c'est ce qu'on va récupérer pour la partie textile aujourd'hui. Après le teillage, on va récupérer ces fibres longues. Vous voyez, on va faire ce qu'on appelle le peignage, c'est vraiment les peigner pour affiner les fibres longues, les assembler. Et ça, c'est le précurseur qui va servir à aller, à aller chez nos clients filateurs pour faire du fil. Et de ce fil-là, on en fera du tissu pour soit le textile habillement, soit pour le textile ameublement. Je précise, nous aujourd'hui, on exporte à 85% notre production vers la Chine et l'Inde. On a une particularité depuis 2015, c'est qu'on a monté une division, une filiale s'appelle TDL Technique, Terre de Lin Technique, sur laquelle on va récupérer certains lins très spécifiques qui sont choisis pour aller faire des applications composites. Et notamment, on a développé toute une gamme de renforts pour faire soit des composites thermodurs, type époxy, polyester, enfin des coques de bateau et autres, soit pour faire des composites thermoplastiques fibres longues, ce qui est une vraie nouveauté en termes de mécanique pour faire de la pièce structurale ou semi-structurale, mais qui soit aussi de la pièce de décoration, pour aller notamment faire ce que fait Arnaud ou aller chez les différents, constructeurs automobiles. On peut changer, s'il vous plaît. La fibre de lin, c'est une richesse française. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'aujourd'hui, la France, c'est le leader incontesté de la production. Là, c'est marqué production européenne de lin, mais c'est vraiment la production mondiale. La France représente 85% de la production mondiale de fibres de lin et la Normandie en représente 50%. C'est une production qui est importante, c'est une filière qui est organisée. Je pense à d'autres filières qui sont en émergence, comme la filière du chanvre. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais si je prends les chiffres cette année, 105 000 hectares de lin en France, 18 000 hectares de chanvre. Vous voyez, le curseur n'est pas tout à fait au même endroit. Même si le chanvre est une fibre qui est importante pour certaines applications, mais elle n'est pas à la maturité, on va dire, de la filière du lin, parce qu'aujourd'hui, la filière du lin est portée effectivement par le textile. Il faut savoir que le lin, c'est une culture de rotation. Ça veut dire que c'est une culture qui ne va pas aller prendre des surfaces nourricières. On en a besoin dans la rotation. Ça veut dire que c'est un précurseur. On sème du lin avant de semer du blé l'année précédente parce qu'on améliore les sols, on a parfois des apports d'azote, des apports de CO2 et que ça remplace en fait les jachères ou les champs de luzerne. Et donc ça, c'est une chose qui est importante. Dans l'économie sociale, on parle aujourd'hui d'économie circulaire. Il faut savoir que le lin
est une économie pour la ferme, rapporte de l'argent aux agriculteurs, et donc c'est un bon moyen d'équilibrer l'économie des fermes. On parle assez des agriculteurs qui ont du mal à vendre leur lait et leur viande, et au moins avec le lin, en le gardant chez nous, ça leur permet de les aider pour avoir des fermes qui sont viables économiquement et pas soumis à perfusion des aides. Le fait que ça soit de la rotation, aujourd'hui, c'est très clair. On a 105 000 hectares en France, c'est volontaire. On pourrait en avoir 200 000 si vous voulez ou 300 000. Mais il faut bien se poser sur la position de dire que si on augmente les surfaces de lin, c'est qu'en face, il y a un marché. Si on augmente le marché du lin, c'est pour faire baisser les prix. Si on baisse les prix et que le lin n'est plus assez cher, les agriculteurs ne voudront plus faire pousser du lin, donc ils feront pousser autre chose et donc on n'aura plus de lin. Donc quand on parle de l'automobile, et la réputation des acheteurs dans l'automobile est de chercher à tout prix les prix, il va falloir penser aussi dans les schémas d'économie circulaire, et que ce n'est pas une histoire de start-up, hein, c'est une histoire d'industrie, c'est d'équilibrer la chaîne industrielle et cette économie qui est sur l'ensemble des économies, enfin d'économie circulaire qui est sur chaque entreprise, pour pouvoir garantir l'approvisionnement de demain sur des matières renouvelables. Parce que l'avantage du lin, c'est que là, on est sur du renouvelable 100%, sans se poser de questions et sans savoir poser si demain il y aura de la pénurie. Là, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, il faut que l'économie vive. La suite, s'il vous plaît. Donc là, c'est une répartition par région pour bien montrer un peu où sont les champs de lin. Bon, la Normandie est un terroir exceptionnel. Ça, c'est aussi pour dire pourquoi on n'en a pas partout. C'est que les conditions pour cultiver du lin, alors la culture du lin, c'est un savoir-faire, mais en fait, il y a une étape qui est importante après l'arrachage du lin qui se situe fin juin, début juillet. Le lin va rester dans les champs pendant 2 mois pour faire ce qu'on appelle du rouissage, pour pouvoir préparer la fibre à séparer les pailles des fibres. Ça, c'est une opération qui se fait naturellement dans les champs, à l'air du temps, du terroir, du soleil, de la lune, un peu plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas, tout ça pour qu'une petite bactérie se développe pour aller manger la colle qui colle la fibre à la paille. Et en fait, cette petite bactérie-là, il y a plein de gens dans le monde qui essayent partout de la faire, ils n'arrivent pas à la reproduire, et c'est une richesse qui fait qu'aujourd'hui, la culture du lin n'est pas délocalisable. Donc, tout le savoir-faire, toute la filière industrielle, toute la valeur ajoutée qu'on va avoir, là, on est sûr qu'elle ne partira pas demain en Chine, en Inde ou ailleurs, parce que ça ne marche pas. Ça marche en Normandie, ça ne marche pas en Angleterre, et pourtant l'Angleterre, ce n'est pas très loin. La suivante, s'il vous plaît. Catherine, je n'ai pas la slide suivante. Ça patine. Voilà. Désolée, j'ai un petit problème de réseau, donc ce n'est pas très rapide, je suis désolée. Là, ça, c'est une courbe pour montrer l'évolution des surfaces. Bon, cette année, il va y avoir une petite baisse, mais du Covid, mais c'est un épiphénomène. Ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la filière du lin est capable d'adapter les volumes en fonction des marchés. On sent tous qu'il y a une grande poussée environnementale aujourd'hui dans le choix du vêtement, quand vous regardez un peu tout ce qui se passe dans le textile. Bon, on parle bien du coton bio, mais en fin de compte, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Et donc, aujourd'hui, le lin a le vent en poupe en étant une fibre qui est assez naturelle. On n'est pas bio, parce qu'il y a encore quelques produits chimiques dans les champs, mais on essaie de minimiser tout ça. Mais c'est vraiment, on est vraiment dans une démarche vertueuse. Et le monde du textile, aujourd'hui, fait que chaque année, on est entre 6 et 10% de croissance sur ces matières-là, hors technique. Et justement, demain, s'il faut multiplier par 3 les surfaces, on pourra le faire si justement la technique nous le demande. Et donc, cette adaptation au des surfaces, nous, on le prépare en fait en mettant sur le marché les semences nécessaires pour augmenter les surfaces. La suivante, s'il vous plaît. Donc là, on rentre maintenant dans le milieu technique et pourquoi dire utiliser du lin.
Aujourd'hui, très clairement, il y a un peu de fibre naturelle utilisée dans l'automobile. C'est souvent des pièces d'insonorisation qui ne sont non structurales et sur laquelle on va venir un peu faire des renforts, comme la pièce qu'a montré tout à l'heure pour Mercedes Arnaud, en disant que c'était une pièce de non tissé, c'est-à-dire de fibres courtes de lin mélangées avec du polypropylène, sur laquelle on est venu faire du surmoulage de plastique pour ramener de la caractéristique mécanique et de la rigidité. Les nouveaux composites qu'on fait avec les fibres longues de composite font qu'on est capable d'aller positionner le lin. Donc là, c'est le rond rouge que j'ai mis dans cette répartition des matériaux pour montrer que techniquement, on est capable aujourd'hui d'aller faire des pièces structurelles ou semi-structurelles, mais en même temps, directement d'aller chercher les aspects. Cette courbe, pour traduire un petit peu dans le sens du X, c'est en fait la rigidité des matériaux, c'est le module de Young en fonction de la densité des matériaux, et dans l'autre sens, c'est la flexion. Et on voit qu'en fin de compte, le lin, il est au milieu des composites, au niveau des fibres de verre, des fibres de polyester un peu techniques. On est vraiment dans le monde des composites, sur laquelle on est, vous voyez, par rapport au bois notamment, ou de la laine, on est vraiment au-dessus. Et là, on a un intérêt aujourd'hui à utiliser cette fibre, qui est une fibre qui a une très bonne tenue dans le temps. Je donne juste un exemple. Toutankhamon, les bandelettes qui sont autour des momies, c'est du lin. Donc, en termes de durabilité, c'est quand même pas mal. La suite, s'il vous plaît. Bon. Le lin, techniquement, au-delà de ses apports environnementaux, il y a deux choses. Densité 1,4, c'est un tout petit peu plus léger que la fibre de carbone. Donc aujourd'hui, quand on utilise de la fibre de carbone uniquement pour sa légèreté, je ne parle pas pour sa rigidité, mais je parle pour sa légèreté, autant utiliser du lin, ça vaut quand même 3 fois moins cher. Ensuite, l'atout du lin, c'est tout ce qui est la résistance au vibratoire. C'est un excellent amortisseur. On verra plus tard, je vais donner des exemples. Aujourd'hui, on utilise du lin dans pratiquement toutes les gammes de skis chez Salomon pour amortir les skis. Aujourd'hui, quand vous voyez un ski, quand on prend les freeriders qui sont des barres rocheuses avec des skis où il y a du lin dedans, ça ne casse pas, mais ça amortit complètement les chocs. Et le choc, c'est meilleur en fatigue, les amortissements vibratoires. Et là, on a vraiment un atout sur un matériau qui va pouvoir absorber tout ce qui peut se passer autour de lui en termes d'agression vibratoire. La suite, s'il vous plaît. Sur le côté environnemental, bon, ce qui est le plus intéressant, c'est que nous, jusqu'à la fabrication pour le parti technique des tissus dans l'usine, on a 0 déchet. Aujourd'hui, tout est utilisé et on ne jette rien parce que les fibres, on peut les utiliser dans différents secteurs d'activité et même les déchets de fibres qui tombent aujourd'hui, on les récupère pour les faire de la ficelle. Extraction de fibres 100% mécanique. Nous n'avons pas de chimie aujourd'hui sur nos lignes de production. Et quand je dis pas de chimie, il n'y a même pas d'eau, hein, c'est que mécanique. Alors, là, j'ai mis 3,7 tonnes de CO2, c'est une moyenne parce que suivant les années, suivant les hauteurs du lin, ça joue, mais tout ça pour dire le lin capte du CO2 dans les champs pour le ramener au cœur du plante. C'est une plante, elle fait son boulot de photosynthèse. Pas d'utilisation d'eau, c'est pas tout à fait vrai. Le lin, il a besoin d'être arrosé, mais on a de la chance en Normandie, on a de l'eau à peu près tous les jours. Et c'est 100% Made in France. Et quand on dit 100% Made in France, on est vraiment sur une fibre matière première française et une industrialisation française. C'est tout fait dans la même usine. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est une photo que j'ai prise aujourd'hui des gammes produits, mais c'est pour montrer qu'en fait, on a beaucoup de choses. On a les gammes équivalentes aux fibres de verre, aux fibres de carbone. On peut aller faire du composite dans les mêmes conditions, dans les mêmes process. Donc aujourd'hui, le R&D qui a été fait sur ces fibres-là depuis ces 15 dernières années fait qu'aujourd'hui, le lin est prêt aujourd'hui à être utilisé. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Et d'ailleurs, on va avoir des exemples sur lesquels aujourd'hui, autour de vous, vous pouvez trouver du lin dans beaucoup d'applications sans forcément vous en rendre compte.
La suite, s'il vous plaît. Donc voilà, là, je rentre dans les applications où c'est un peu plus intéressant. Donc tout ça, c'est des produits qui sont aujourd'hui commercialisés depuis plusieurs années, ou pas de nombreuses années, ça dépend. Donc évidemment, il y a Salomon. Il y a un produit technique qui est très intéressant, c'est les membranes de haut-parleurs en lin chez Focal, chez la marque Focal. Donc vous embêtez pas, hein, vous allez dans les voitures haut de gamme, vous allez trouver ces haut-parleurs-là, ou vous allez chez Boulanger ou à la Fnac. S'il y a les gammes Aria de chez Focal, vous enlevez les caches, vous verrez les haut-parleurs en lin. Et en fait, ces haut-parleurs-là ont un atout qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils rentrent à aucun moment en résonance. Vous avez un haut-parleur en lin, il ne va jamais grésiller, par cette absorption vibratoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, il y a beaucoup de mobilier qui a été fait. Ce qui est intéressant, c'est le bateau aujourd'hui. Le bateau qui est en photo, il est à 100% en lin. C'est un chantier naval en Bretagne qui fait ça. Il s'appelle IDB Marine, qui a annoncé qu'il lançait toute sa gamme de bateaux en lin. Bon, les casques, on est dans des produits de luxe, mais c'est assez sympa. Il y a une photo d'une colonne Maurice. Vous ne savez peut-être pas, depuis les dernières, toutes les colonnes Maurice à Paris sont en lin, sur différentes techniques en plus, parce que c'est du BMC, c'est de la fusion, il y a plusieurs solutions. Mais aujourd'hui, ce sont des produits, voilà, on peut faire des très grosses pièces sur différents technos et aujourd'hui qui fonctionnent. Ce qui montre aussi qu'on peut mettre du lin en extérieur, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. La suite, s'il vous plaît. Ça, je reviens un peu sur ce que fait Arnaud. C'est-à-dire que les lins thermoplastiques, c'est, on va dire, des fibres longues mélangées avec des thermoplastiques, c'est des nouveaux produits. Aujourd'hui, on trouve de l'équivalent carbone dans l'aéronautique, mais aujourd'hui, sur des produits, on va dire, grande capacité, avec du volume et des coûts qui sont intéressants, à un moment donné, on avait un peu de fibres vertes de longue qui avait été développée par Saint-Gobain, mais aujourd'hui, on n'en entend plus parler. De toute façon, ça posait des gros problèmes de recyclage. Là, aujourd'hui, on a une solution en thermoplastique, dans des fibres de lin mélangées avec des filaments de thermoplastique, qui sont tout à fait thermoformage à des cadences, comme disait Arnaud, qui se comptent en dizaines de secondes, et non plus en minutes, mais qui en plus ont la particularité d'être 100% recyclables après broyage pour refaire du kombucha et pour être réinjectés. Si en plus on mélange avec des bioplastiques, on arrive à avoir des solutions qui sont totalement biosourcées, voire même sur certains, en utilisant le bon bioplastique, on peut être sur des solutions 100% biodégradables. La suivante, s'il vous plaît. C'est là, j'explique un peu les mêmes choses sur des produits aujourd'hui qui sont disponibles. On parle beaucoup du PLA, c'est de l'acide polylactique. Bon, je vais préciser juste une petite chose parce que oui, c'est un plastique aujourd'hui qui est biodégradable, mais dans des conditions industrielles. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ce n'est pas biodégradable dans la nature. Vos produits en PLA, n'allez pas les jeter dans la nature. Dans 50 ans, ils seront toujours là. Par contre, dans des composteurs industriels avec les enzymes particuliers, ça sera biodégradable. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les filières de recyclage ne prennent pas en compte ces nouveaux plastiques. Je rejoins ce que disait Jean-Pierre. Aujourd'hui, on peut faire des pièces en PLA. Allez jeter votre gobelet de PLA au milieu des feuillages, le gardien de la déchetterie ne va pas être très content. Parce qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance, il y a un défaut de marquage de ces plastiques, et que du coup, la filière finale, aujourd'hui, on a les bons produits, mais on n'a pas la filière finale pour pouvoir aller mettre ces produits au bon endroit et pour pouvoir enfin les recycler. Voilà. Que je précise, caractéristiques mécaniques élevées pour les thermoplastiques, c'est sûr que le fait de faire des fibres longues, vous multipliez par 4 ou par 5 les caractéristiques mécaniques usuelles d'un thermoplastique. Aujourd'hui, j'ai eu des résultats la semaine dernière de polypropylène lin sur laquelle on arrivait sur des unidirectionnels à 20 gigas de modules pour un PP qui tourne autour de 2 à la base. Tout ça, évidemment, je continue, c'est Made in France. Suivante. Tristan, ah oui. C'est presque fini. Il faudrait vraiment aller vite là parce que. Je vais vite, hein. Donc, là, aujourd'hui, c'est ce que je montre, c'est du thermoplastique. On peut montrer qu'on peut faire des choses, mais surtout, c'est pour montrer où il y a de la couleur, il y a des gobelets, il y a des chaises et tout. On peut faire aussi bien du design que de la technique. Quand vous voyez une pied de chaise aujourd'hui qui est en lin, il passe les normes des pieds de chaise, mais en même temps, il contribue au design. Et c'est ça aujourd'hui dans les nouveautés de ces matériaux-là, c'est que le même matériau, on va pouvoir répondre à
plus de problématiques et non plus faire de l'assemblage comme on a sur une portière où il y a 4, 5, 6 matériaux pour faire la déco, la structure et ainsi de suite. Je crois que c'était la dernière slide. Eh oui. Je vous remercie. Ça va très, très vite. Merci Je vais Tristan. donner un aperçu. Ceux qui veulent me poser plus de questions, vous me trouvez sur Internet, sur www.terdelin.com. Il n'y a pas de problème. Je vous répondrai. Il y a mes coordonnées, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Tristan. Alors, quelle capacité extraordinaire ces fibres de lin. Ces utilisations dans l'industrie n'ont pas fini de s'étendre, hein. Enfin, Jim Pasquet va vous exposer comment SAS Minimum a su donner un sens et un usage aux déchets. Très intéressant. À vous, Jim. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation et puis les échanges. Aïe. Ah. Aïe. Dommage. Jim, j'ai l'impression que votre liaison n'est pas bonne. Enlevez l'image à ce moment-là, ce sera peut-être un peu mieux. Oh, super. Excusez-nous pour l'interruption du processus. Peut-être que Jim va être obligé de se reloguer. Je crois que la construction c'est embêtant parce que d'un système il se fait par la cause des acteurs et c'est pas que c'est Jim, la liaison est très très mauvaise. Vous nous entendez? Allô? Allô, allô? Marie-Josée, le temps que Jim se reconnecte, peut-on peut-être poser quelques questions qui se sont déjà posées? Absolument. Alors, j'avais 2 questions pour Monsieur Labonne. Concernant les nouveaux constructeurs chinois notamment, un spectateur se demande si ces constructeurs s'impliquaient ou s'engageaient comme les autres à respecter les exigences de fin de vie des véhicules. Avez-vous cette réponse? J'ai quelques éléments de réponse. Je serai et deuxièmement, rapide. puisque je tiens un micro, donc Oui. c'est une autre question un peu différente, bon, même Oui. si elle était traitée dans le webinaire numéro 4. On s'inquiète de la part croissante des composites et des matériaux alliés difficiles à séparer dans les produits, et donc j'imagine de la capacité technologique à les traiter. Avez-vous aussi moyen de nous éclairer un petit peu là-dessus? Tout à fait. Donc, peut-être la dernière question qui est un peu plus technique et complexe, les composites. C'est sûr que plus les matériaux sont des assemblages comme des alliages ou des composites, plus leur recyclage pose problème. Plus, on ne peut pas faire effectivement de recyclage de la matière telle qu'elle. Il faut en général chercher des matières vierges, il faut dépolymériser, il faut chercher la matière initiale pour pouvoir après refaire de nouveaux produits avec. Donc, effectivement, les matériaux composites ou assemblés sont très durs à recycler, à traiter. Ça finit très souvent donc dans la partie valorisation énergétique dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi faire avec ces produits. Donc, on fait des briquettes, enfin, on fera des briquettes qu'on appelle des CSR, hein, du CSR, c'est du combustible solide de récupération, et qui servira aussi à alimenter des chaufferies ou des consommateurs de PCI. Donc, le composite est compliqué. Malheureusement, on continue d'en fabriquer. Donc, par rapport à l'éco-conception, c'est quand même, ça pose problème. De fait, on ne recycle pas les composites ou les alliages complexes. Par exemple, dans les piles, dans les batteries de véhicules de traction, pour sortir le cadmium de certaines piles, de certaines batteries, pardon, il faut faire quasiment une distillation des métaux. Donc, vous imaginez le coût énergétique et l'environnement polluant de l'activité des recycleurs de piles, de batteries.
Voilà pour les composites. Pour ce qui est des Chinois, voilà, je travaille un peu avec les Chinois chez eux, donc je connais bien la problématique des Chinois. Ils sont pas plus vertueux que les Français ou que les Européens, voire moins. Donc ils seront soumis aux mêmes règles grâce, je parlais tout à l'heure de l'éco-organisme de la REP qui est mise en place maintenant, qui va être en place en France en 2024. Les importateurs et les fabricants français seront tous soumis aux mêmes règles. Donc les Chinois devront aussi participer au traitement, enfin mettre la main au portefeuille pour le traitement en fin de vie. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un no man's land, on est dans un inconnu, un territoire totalement inconnu. Je vous parlais des batteries. Vous savez qu'il y a beaucoup de véhicules 2 roues chinois qui sont déjà sur le marché, parce qu'on parle des VHU, on parle aussi des CMHU, comme cycle motorisé hors d'usage. On est en train de mettre en place en France la réglementation pour le traitement de ces 2 roues, 3 roues ou voiturettes. Beaucoup de 2 roues, comme des scooters, arrivent de Chine. Il y a beaucoup d'électriques avec des batteries dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça pose vraiment des problèmes dans les déchetteries, chez les recycleurs, parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces batteries, parce qu'on ne sait pas les identifier, elles ne sont pas tracées. Si en France, on ne sait pas, si en France, Renault ou Peugeot ne savent pas nous dire qu'est-ce qu'il y a comme terre rare dans tel ou tel moteur électrique, vous pensez bien que le Chinois ne va pas nous dire non plus qu'est-ce qu'il y a dans sa batterie de véhicule. Donc le Chinois, il va être soumis, pour finir, aux mêmes règles que les Français par rapport à ces mises sur le marché français, par rapport à la REP, la responsabilité élargie du producteur. Donc, il serait mis à contribution, mais il n'est pas plus vertueux. Voilà. Simplement, en Chine, il y a beaucoup plus de véhicules électriques. Donc, la problématique du recyclage des véhicules en Chine est bien plus complexe qu'en France, d'autant qu'ils partent de rien. Donc, voilà. Ils seront soumis aux mêmes règles. Merci, Jean-Pierre. On a eu des questions un peu connexes relatives au vitrage fruité, mais on est dans la même logique. Il y a Jim qui est de retour. Voilà, Ah, Jim est de recours, d'accord. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait, parfait. Ah bah nickel, excusez-moi pour le petit problème technique. Donc oui, donc SAS Minimum, c'est une entreprise qui a un petit peu plus de 3 ans, qui est née d'un projet d'étude d'architecte à la base, qui a identifié, on va pas revenir sur le problème du déchet plastique parce que ça a été un petit peu exprimé déjà en début de réunion, mais c'est sûr que ça engendre des problèmes environnementaux, des problèmes sanitaires et puis des problèmes aussi économiques d'indépendance de matière et puis un gâchis voilà quand même énorme de production et étant architecte à l'origine, notre objectif, nous, c'était de se servir du secteur du bâtiment, voilà, pour donner un sens aux déchets, pour lui retrouver de la valeur, parce que le monde du bâtiment, il réfléchit sur le long terme, il réfléchit sur le volume, donc on peut avoir de l'impact, et puis il réfléchit à des matériaux qui ont un sens, donc on lui redonne une valeur économique. Voilà, donc c'est là d'où est né SAS Minimum il y a 3 ans. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc, notre métier, ça va être, d'identifier. Donc, d'identifier des déchets qui sont peu ou pas exploités ou sous-exploités, de les analyser, d'abord pour s'assurer du caractère sain du matériau et aussi analyser les caractéristiques chimiques et mécaniques que va donner le matériau. Ensuite, ces déchets, on va les transformer via de la thermocompression sous forme de plaques. Donc, on va être producteur de matériaux. Et ensuite, on va accompagner des prescripteurs. Donc, on discute avec des architectes et des designers pour développer des mises en œuvre de ce produit-là. Que ça va être voilà, du plan de travail, des chaises, de mobilier. L'idée, c'est de trouver, de lier finalement, d'identifier et de lier les caractéristiques du déchet à sa valorisation avec le monde du bâtiment. Je veux bien qu'on aille à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc
la matière première sur laquelle on travaille actuellement, c'est le PEHD. Donc, PEHD, ça va être une matière qu'on va beaucoup retrouver dans le monde de l'alimentaire et de la cosmétique. Voilà, tout ce qu'on va être bouchon de bouteille, flacon de lessive, tout ce qui va être packaging. On va le retrouver aussi un petit peu dans le bâtiment sous la forme des tuyauteries. Et puis dans le côté industriel, c'est les palettes, par exemple, en plastique. Souvent, elles sont réalisées en PEHD. Donc, cette matière, on va la recevoir sous forme de broyat. Et ça va donner une texture bien particulière. Donc, des textures colorées, blanches, minérales. L'idée, c'est qu'on valorise aussi bien le produit, mais aussi en ayant une approche sur le beau. Qu'est-ce que l'esthétique pour valoriser le déchet. Je veux bien qu'on aille à la slide suivante. Voilà, et donc, notre credo, c'est d'avoir un produit sain, où on est sûr de récupérer un déchet qui est sain et le remettre en bâtiment. Un produit local, c'est-à-dire qu'on n'a que des déchets français. Le tout est transformé depuis 2 semaines à Aubervilliers, et puis trouver aussi des applications locales. Donc, 80% de nos projets se font en Île-de-France. Un produit qui est recyclé, bien sûr, puisqu'on travaille à partir de déchets plastiques, et un produit qui est recyclable. C'est-à-dire que pendant notre transformation, il n'y a ni résine, ni colorant, ni additifs chimiques qui sont ajoutés, ce qui permet de garder le matériau recyclable et de s'assurer, ou en tout cas se permettre une deuxième vie, voire une troisième vie en fin d'usage. Je veux bien qu'on aille à la slide suivante. Voilà, donc aujourd'hui, on a à peu près plus de 500 clients. On a réalisé environ 500 projets. La slide n'est pas forcément à jour, avec vraiment différentes applications. Donc, on va aller de l'objet design, c'est-à-dire du porte-savon, coquetier, jusqu'à le mobilier avec des chaises, des tables, en passant par des produits plus architecturaux, type revêtement de mur, revêtement de sol. Et puis, surtout, ce qu'on fait le plus, c'est des plans de travail. Voilà, et donc on a travaillé avec Adidas, Peugeot, Veja, Oumaï, Bouygues Construction. Je veux bien qu'on aille à la slide suivante, merci. Voilà, et donc, notre but aujourd'hui, c'est donc de dépolluer finalement le monde d'aujourd'hui en essayant d'identifier des déchets qui posent des problèmes sanitaires parce qu'ils n'ont pas de valorisation et en essayant finalement de construire le monde de demain en liant ces déchets-là aux problématiques des constructeurs et des fabricants. Je veux bien qu'on aille à la slide suivante. Donc, ce qu'on fait depuis 3 ans, c'est fédérer un certain nombre d'acteurs autour de notre projet qui vont aller du côté des recycleurs, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque recycleur qui vont avoir des particularités bien propres et qui va être à la fois une recherche esthétique et une recherche de performance d'une certaine manière dans le déchet plastique pour pouvoir lier à la bonne application. On a du coup aujourd'hui une usine à Aubervilliers de 1500 m² sur lequel on transforme jusqu'à 400 tonnes par an. Et puis derrière, on va aussi fédérer un ensemble de savoir-faire sur la fabrication, sur la mise en œuvre du matériau. Donc ça va être des artisans, ça va être des fabricants de mobilier, ça va être des agenceurs. Donc ça, c'est tout notre travail de fédérer un ensemble, un écosystème qui va créer de la valeur à partir du déchet. Je veux bien qu'on aille à la slide suivante. Voilà, et puis pour terminer et puis synthétiser finalement de démarche, on va avoir ici un ensemble de slides que je vous invite à passer successivement sur voilà, des applications qu'on réalise à partir du matériau, le pavé. Donc, le matériau, le pavé, c'est des plaques de 140 aujourd'hui par 90 cm qui vont permettre de faire des applications comme on a vu précédemment. Donc, Adivbois, qui est un projet avec Bouygues Construction, Furniture for Good, qui est un fabricant de mobilier, Veja, qui va refaire l'ensemble de ses boutiques avec notre matériau. On va avoir voilà, un exemple du plastique recyclé utilisé aussi structurellement. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un matériau de plaquage, mais aussi on va lui trouver ses propres performances en travaillant sur ses géométries avec Ublick ici.
On a le plan de travail qui est un matériau, l'application phare de notre matériau. Donc là, on travaille avec, par exemple, Bouygues Construction ce mois-ci sur tout un collège. On va faire un ensemble de plans de travail. On a travaillé aussi beaucoup dans le marché du B2C pour ce sujet-là. Donc l'idée, c'est de remplacer finalement, d'apporter une alternative à du Corian ou à du Terrazzo de façon plus locale. Voilà. Et le revêtement de sol, et notamment cette idée de capsule qu'on avait réalisée avec Peugeot il y a 2 ans maintenant. Voilà. Donc ça, on le fait aussi dans le monde du bâtiment. Et donc c'est là où on voit qu'il y a un lien entre, finalement, il y a des sujets qui sont connexes entre le bâtiment et l'automobile. Voilà. Et un de nos sujets phares qui est la réalisation de sièges de gradins pour la piscine olympique et l'Arena pour Paris 2024. On va réaliser 10 000 sièges, où ça démontre quand même une certaine chose, c'est-à-dire qu'on a réussi à normer notre matériau pour le monde du bâtiment sur des projets conséquents. Il y a aussi une réussite industrielle pour adapter un coût finalement qui s'adapte à ces marchés-là du bâtiment industriel. Et puis un savoir-faire voilà, sur le post-thermoformage, le post-thermocompression, notamment pour former ces chaises-là. Donc avec Arnaud notamment, voilà, tout ce développement produit voilà, et qui va du coup avoir une livraison en 2023. Donc, ce que je veux exprimer par là aussi, c'est que derrière cette belle idée, en fait, il y a vraiment on n'est plus dans une stade de juste de recherche, mais on est vraiment dans un stade d'industrialisation. On est capable d'adresser maintenant des marchés conséquents parce que on a été en relation, en tout cas sur ce sujet-là, dès le départ avec des clients qui ont aussi adapté le cahier des charges pour pouvoir permettre de créer des projets conséquents comme les sièges de gradins pour la piscine olympique. Merci, Jim. Vous avez fini? Oui, voilà, j'ai essayé de faire rapide pour qu'on puisse passer aux questions-réponses. Très, très belle démonstration. On vous souhaite vraiment de continuer à vous étendre sur plein de marchés différents, dont l'automobile, bien sûr. Donc, excusez-moi, nous sommes légèrement en retard parce que nous avons le droit à des bavards, on va dire. Et maintenant, nous allons aborder les questions de la table ronde. Elles sont assez essentielles. Et donc, on va commencer par une question qui s'adresse à Jean-Pierre Laborne et Arnaud Montesino. Alors, merci d'être un peu plus concis si c'est possible. Donc, qu'apporterait l'application de l'éco-conception de l'automobile pour chacune de vos activités? Oui, Marie-Jo, je vais me permettre d'intervenir parce qu'effectivement, le temps a passé et il faut que l'on se concentre sur les questions effectivement, il y en a 4 qui sont importantes. Mais moi-même, j'aimerais pouvoir terminer parce que je suis assez préoccupé par ce que j'ai entendu finalement. Et j'aimerais expliquer pourquoi tout à l'heure en concluant. D'accord. Donc, on continue, mais on va écouter ta conclusion. Mais il faut se donner un quart d'heure, pas plus, hein, maintenant. Ah oui, bah, oui, c'est sûr. Jean-Pierre, bon, c'est vrai que vous avez déjà parlé pas mal du sujet. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter, s'il vous plaît? Je voudrais juste donner un petit côté positif donc à notre présentation, parce que tout n'est pas négatif, effectivement. On est en train de prendre conscience du fait qu'on a besoin de matériaux renouvelables, comme on a pris conscience qu'on a besoin d'énergie renouvelable et pas que d'énergie fossile. On prend conscience qu'on a besoin de matériaux, de matières renouvelables et pas uniquement des matières fossiles ou minérales. Et c'est encourageant de voir les projets, que ce soit sur le lin, que ce soit sur la réutilisation, le recyclage de certains plastiques, comme le PEHD en dernière présentation. Et puis aussi de prendre conscience qu'il faut extraire certains métaux qu'on gâchait jusqu'à maintenant comme des terres rares. Quand on voit des gros organismes comme le BRGM s'intéresser à cette problématique, c'est rassurant parce qu'aujourd'hui, effectivement, on prend conscience que si on ne fait rien,
Donc, ça fait partie des l'éco-conception. Hein. Si on ne change pas la façon de consommer de la matière pour faire des produits finis commercialisables, on va dans le mur. Ça a un coût, c'est le coût de l'écologie sans doute. Aujourd'hui, ça peut peut-être coûter un peu plus cher, mais c'est à ce prix-là qu'on évitera d'aller dans le mur. Donc, mais je pense qu'on en prend conscience. Et c'est bien parti. Les silos industriels, le silo de l'automobile, celui de l'agriculture, celui de l'alimentaire, sont en train de se mélanger un petit peu. Et du coup, tout ça va favoriser, à mon sens, l'éco-conception. Voilà. Donc, une petite touche positive pour terminer mon propos. Merci Jean-Pierre. Ouais, juste pour dire, en fait, la filière de qu'apporterait l'éco-conception dans l'automobile, dans vos activités, ben, en fait, nous, c'est des emplois, c'est de la richesse. Le choix des matériaux, ça nous fait faire du développement. Et je suis profondément convaincu, et je vais finir sur ce sujet-là, que tous les équipementiers seraient moteurs sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'eux, ils ont aussi la démarche de faire de l'éco-conception. Mais après, il faut réfléchir à quels acteurs et à quel endroit. Et en fait aussi, effectivement, dans le monde de l'automobile, on finit toujours dans le bureau d'un acheteur qui dit c'est trop cher. Et donc là, il va falloir réfléchir à faire changer légèrement les mentalités des directions achats, des équipementiers, enfin des constructeurs qui sont les clients finaux, pour expliquer que forcément, ça sera un peu plus cher. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire sur cette question-là. On peut passer au... Alors, la suivante, elle rejoint un peu la première. Donc, si vous avez d'autres freins principaux à exprimer sur l'application systématique de l'éco-conception, je vous redonne la parole. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a d'autres freins dont on n'a pas parlé jusque-là? Je crois que c'est principalement, effectivement, la croyance. On a parlé des cahiers des charges. Si on ne change pas les cahiers des charges dans tous les secteurs, si on n'admet pas qu'on puisse faire effectivement des produits finis avec des matériaux nouveaux, on n'évoluera pas. Et effectivement, l'agriculture nous apporte des matières qui sont très intéressantes, tout aussi intéressantes que les matières classiques. Il faut ouvrir l'esprit, ouvrir la réflexion pour effectivement installer une transversalité, j'allais dire, entre les différents secteurs pour s'échanger des données, s'échanger des savoirs et rester ouvert effectivement à ce qui se passe, aux nouvelles conceptions. C'est primordial, je pense. Et Arnaud? Bah, moi, c'est pareil, hein, c'est l'épaisseur des cahiers des charges qui sont passés en anglais il y a une vingtaine d'années, mais où on rajoute des pages tous les ans, quoi. Donc, il faut casser ça, faire un reset en ingénierie et dire voilà, on va clairement orienter les indicateurs de la conception des nouveaux véhicules sur les produits d'éco-conception, enfin la démarche d'éco-conception, comment on assemble les pièces les unes dans les autres, parce que si c'est pour faire un panneau de porte à i3, où après on vient coller des pièces derrière qui sont indémontables, où on ne peut plus broyer, où il y a toute une philosophie d'ingénieur dans la conception qui est à revoir en fait, pour que les pots soient séparables, pour qu'on puisse travailler sur des affichages, qu'on puisse enlever après, qu'on puisse faire des coques, qu'on puisse travailler même, comme on l'avait fait la semaine dernière, sur une fibre de lin qui pourrait par exemple être rigide à un endroit et souple dans un autre pour faire une autre fonction du véhicule, tout ça dans la même pièce et dans les mêmes matières. On n'imagine pas le champ des possibles avec ces nouveaux matériaux. Voilà, c'était juste ça que j'avais à dire. Je voudrais juste ajouter un petit mot sur ce que vient de dire Arnaud sur la notion d'indicateur. Donc moi, de mon côté, je suis dans le groupe de travail AFNOR RSE, Mesure et Performance, et je travaille justement sur les indicateurs. Et je retiens l'idée d'avoir un indicateur sur l'éco-conception. Parce qu'effectivement, ça serait très intéressant. Et aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas du tout. C'est quelque chose que personne ne prend en compte. Et voilà, donc à titre personnel, je vais essayer de contribuer à votre remarque. Juste en 2 secondes, Tristan, il a un exemple qui est frappant sur les bateaux. Est-ce que Tristan, tu peux juste dire les points de bonification pour les prochains bateaux? Et ça, c'est la démarche qu'il faut avoir. J'ai remis mon micro, oui. En fait, c'est tout simplement aujourd'hui dans le règlement pour la course du Rhum, pour la classe 40,
sur laquelle les skippers auront des points de bonification s'ils utilisent des biomatériaux sur leur bateau. Eh oui. Donc ça, c'est des démarches aujourd'hui. Nous, on voudrait commencer à travailler avec les FIA et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus, je dirais, on va rentrer dans le monde de la course, que ce soit automobile ou bateau, ou peu importe. Ça n'est plus la course à la performance, mais d'avoir aussi des moyens propres. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, hein, on va un peu vite, mais on a déjà pas mal développé les sujets. Donc, la troisième question s'adressera à Jim et à Tristan. Ça concerne donc la garantie. Est-ce que demain, on peut garantir les filières d'approvisionnement durable pour le monde industriel? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ça reste assez local. Et est-ce qu'on peut imaginer que… Il y a quelqu'un qui a posé une question aussi, j'ai vu dans les visiteurs, dans la même démarche. En fait, je vais répondre à deux choses. Aujourd'hui, si on parle de l'automobile, là, mais si je parle dans la filière textile, aujourd'hui, la France alimente la filière mondiale de textile lin. Au niveau monde, on alimente les Chinois, les Indiens, le Japon, tout ce qu'on veut. Il faut savoir qu'on produit le lin en Europe, essentiellement en France, mais en fin de compte, en France, on consomme très peu du lin. La deuxième remarque que je vais faire, c'est qu'il faut mettre des chiffres. Production mondiale de carbone utilisée aujourd'hui en termes de fibres, alors c'est surtout aéro, ce n'est pas beaucoup dans l'automobile, c'est 80 000 tonnes. L'utilisation de fibres de verre dans les matériaux composites, je parle de fibres longues, donc pièces semi-structurales, c'est 250 000 tonnes. Aujourd'hui, nous, on limite à 140 000 tonnes en France, la fibre de verre, c'est 170 000 tonnes sur l'Europe. Donc, en fait, on n'a pas un gros effort à faire pour pouvoir, on va dire, doubler ou tripler la filière. On en a les capacités, on a les surfaces en France. Et l'idée, c'est quand même, c'est nous de continuer à produire les matériaux. Aujourd'hui, le lin, c'est 2500 entreprises en France. Donc, c'est une richesse qu'on peut garder sur la France, qu'on peut garder sur le savoir-faire et exporter nos matières premières. Ce n'est pas un gros mot de faire de l'exportation. Ce qu'il faut, l'avantage, c'est qu'on ne délocalise pas. On garde ce travail-là. Et Jim, alors bon, vous avez très peu d'existence, mais vous avez visiblement une rapidité d'expansion assez exceptionnelle. Dites-nous. Oui, c'est une très bonne question qu'on s'est déjà posée, hein, c'est-à-dire, et si demain, nous, on n'a plus de déchets plastiques, tant mieux, mais finalement, notre activité, elle pourrait être un peu perturbée. Et je pense que notre volonté, c'est pas forcément de développer un matériau, mais surtout de développer un savoir-faire, c'est-à-dire d'être en mesure de récupérer un déchet, peu importe lequel il soit, et d'être en mesure de le connecter du coup à son application, donc de le transformer en matériau et ensuite de le connecter à son application, que ce soit dans l'automobile ou dans le bâtiment. Et c'est là où on arrive à construire quelque chose de durable, parce que finalement, si dans 10 ans, on passe sur du champignon ou sur une matière végétale, nous, on sera en mesure de répondre à une autre demande. Et donc, c'est notre but, en fait, c'est d'aller sur des filières aujourd'hui qui sont bas ou sous-exploitées. Mais si demain, cette filière, finalement, elle se supprime, tant mieux, on aura réussi quelque chose. Par contre, il y en aura toujours, on produira toujours du déchet. Et donc, c'est juste, du coup, pour garantir en fait des filières d'approvisionnement, pour moi, ça passe par la connexion entre les différents acteurs et par les conceptions. Arnaud en parlait aussi, c'est-à-dire que si on est capable, et Monsieur Labonne aussi, c'est-à-dire que si on est capable d'identifier dès le départ que sur une voiture, le tableau de bord, il est réalisé dans tel type de plastique avec telle caractéristique et que nous, on est capable de le récupérer, eh ben, on pourra toujours créer de l'économie circulaire. Très bien. Intéressant. Vraiment. Donc, on va aborder la dernière question. Quelles sont les conséquences économiques et sociétales de l'approvisionnement durable? Donc, on a déjà abordé, mais je pense que c'est bien de revenir dessus. Donc, je vais peut-être démarrer rapidement. Je vais rester basique. Je ne vais pas aller sur les composites et sur les plastiques, etc. Je vais rester sur des métaux et de la fibre cellulosique classique, du carton. La France est un très bon élève en termes de taux de recyclage de la ferraille, par exemple, pour refaire de l'acier, ou des cartons, enfin des vieux papiers pour refaire des cartons ou des papiers d'écriture. Le problème, c'est qu'on n'a pas les structures industrielles pour consommer ces matières. Donc, on exporte plus ou moins loin, jusqu'en Chine, du carton, enfin des cartons de récupération, de recyclage.
Donc, c'est aberrant. Quand vous savez que la majorité des boîtes en carton de pizza viennent de Chine, on consomme donc ces pizzas et ces boîtes de carton et on les recycle et on renvoie ça en Chine. C'est pas forcément, d'un point de vue écologique, une bonne solution. Pour les aciers, c'est pareil. Si on n'a pas l'export, si on n'a pas des consommateurs à l'export, pour ce qui concerne la France, c'est principalement la Turquie, mais c'est aussi les pays asiatiques. Si on n'a pas des aciéristes comme ça qui sont un peu loin de chez nous, on a un problème de surcapacité d'acier et de ferraille chez nous en France. C'est quand même un comble parce qu'on la consomme. On va racheter après à ces pays-là des aciers. Donc, comment dire, l'approvisionnement durable permettrait de favoriser ce qu'on appelle donc les boucles courtes, les circuits courts. Voilà, on garderait, on fonctionnerait avec nos produits, qu'on inclurait davantage. On inclurait davantage donc, de matériaux régénérés ou recyclés dans nos produits neufs. Ce serait une excellente chose pour l'économie et pour l'environnement. Oui. Très bien, merci. Et Arnaud? Tout ce qui vient d'être dit était parfaitement exact, car il n'y a pas grand-chose à rajouter. Moi, je suis convaincu que de toute façon, il va falloir passer dans cette démarche-là. Donc maintenant, c'est ceux qui vont pas comprendre ce message ou qui vont faire semblant de le cacher sous la moquette, là, voilà, qui vont essayer ils vont être complètement à côté. Et effectivement, Jim, l'objectif quand même de sa vie, c'est que sa société ferme quand il n'y aura plus de plastique à recycler. Mais dans le contexte actuel, il a encore quelques beaux jours devant lui, quoi. Donc effectivement, il y a enfin, il y a aussi un truc très clair, c'est qu'en fait, quand ils sont arrivés dans mon bureau il y a quelques années, c'était 3-4 personnes. Maintenant, c'est des emplois, ils payent des charges, ils payent des impôts, il va payer nos retraites avec sa société. Donc, les conséquences économiques et sociétales, c'est créer de l'emploi aussi de proximité qui ne sera pas délocalisable si on arrive à trouver des schémas de déconstruction et de recyclage. Donc c'est de l'emploi, quoi. Je pense que ça va être un des plus grands gisements d'emploi d'ici 15-20 ans. Dans 15-20 ans, il y aura vraiment du business dans le recyclage et on n'est pas inquiet pour le chiffre d'affaires de Veolia ou Paprec. Hein. Eux, ils vivent bien. Hein. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Je donne la parole à Tristan. À nous, c'est très simple, hein, c'est que c'est des emplois directs, c'est des fermes qui vivent, c'est des emplois dans les usines, c'est des territoires qui vivent, parce qu'en plus, on fait vivre les campagnes, enfin, il y a tout ça. Et puis, avec quelque chose qui est à côté, là, on est en train de voir des articles dans tous les sens qu'il y a des pénuries sur les transports, parce qu'il y a un gros problème sur les conteneurs actuels. Nous, il n'y a pas de problème. Hein. On est capable de livrer de la matière sans passer par les bateaux. Donc, tout va bien. On peut continuer et surtout, c'est qu'on est vraiment dans le mot durable, aussi bien du point de vue emploi et pérennité des produits. Merci, très bien. Et donc, Jimmy, je donne la parole à Jimmy. Oui, je vais répéter ce qui s'est dit, mais voilà, en développant des savoir-faire industriels locaux sur une matière que locale, forcément les conséquences de ces deux points-là, peu importe ce que c'est, elles vont être vraiment pertinentes pour créer de l'emploi, pour créer aussi pour s'assurer des conditions sociales qui sont derrière la construction des matériaux, et donc on a forcément une conséquence ensuite économique et sociétale qui est positive. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous. Est-ce que Thierry, il reste une question que tu voulais poser tout à l'heure, peut-être avant de donner la parole à Jean-Marie, et après on termine avec Jean-Marie. Thierry? Non. Ah oui, je t'écoute. Écoutez, moi, j'ai beaucoup apprécié cette session parce que finalement, c'est quasiment une synthèse de ce qui s'est dit depuis le premier webinaire jusqu'à celui d'aujourd'hui, en sachant que on est en plein devant un problème qui, à mon sens, est nouveau, dans la mesure où on n'a pas encore, malgré les formations qui ont été présentées lors du webinaire 1, une approche qui permet de dire que l'on va savoir mieux s'approvisionner et concevoir des produits qui vont être plus facilement
traitable pour éviter le gâchis que nous constatons. Quelques chiffres sur les approvisionnements durables. Il faut savoir que si on continue à la vitesse actuelle à augmenter la consommation des produits naturels, on va presque la tripler d'ici à 2050, ce qui est absolument absurde et probablement impossible, sauf à trouver des ressources nouvelles, ce qui n'est pas impossible non plus, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Club de Rome en 54, enfin je me souviens parce que je l'ai lu, avait annoncé qu'on allait manquer de pétrole. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, bien que pour s'en procurer, il faut détruire et abîmer la nature de façon conséquente. Exemple, le Canada, l'Amérique du Nord, l'Alaska, etc. Donc, pour moi, on a un vrai problème que d'ailleurs Jean-Pierre a posé, c'est de se dire comment on fait pour concevoir des produits, notamment des automobiles, qui soient finalement facilement démontables. Et il est vrai qu'aujourd'hui, tout est intégré. Et d'ailleurs, quand j'étais moi-même équipementier, il était clair qu'on cherchait toujours des solutions où l'on intègre les produits dans leur ensemble, si bien que la démontabilité était un vrai souci, qui n'était même pas évoqué d'ailleurs. Et donc là, on est en plein devant une difficulté, c'est qui commence à l'amont. En fait, c'est vraiment, on retombe sur le problème de l'éco-conception, si je peux me permettre, et bien entendu avec l'approvisionnement. Donc, comment faire pour que nos ingénieurs qui conçoivent des automobiles ou d'autres produits d'ailleurs, parce qu'on a la même chose avec les vélos électriques maintenant, approche le problème en se disant on va concevoir quelque chose qui va permettre de ne pas gâcher comme on le gâche aujourd'hui. Alors j'ai une autre suggestion à faire qui sera peut-être ma conclusion, c'est que finalement il vaut mieux concevoir des produits qui durent longtemps, autrement dit avec une grande longévité, ce qui est contraire à ce qui se passe depuis une bonne vingtaine d'années, de façon à ce qu'on puisse poursuivre leur vie le plus long possible, ce qui diminuera de façon absolue la consommation des matières qui vont finir par nous manquer. Alors, je vais terminer par un mot d'humour qui est un petit peu caustique. Je ne sais pas, vous lisez de temps en temps probablement des écrits de Jacques Attali. Celui-ci a annoncé que de toute façon, la population mondiale allait baisser, donc les besoins de consommation allaient baisser aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup Jean-Marie. Écoutez, vraiment, c'était une très belle session. On va vous remercier tous pour avoir participé ou écouté ce webinaire. Nous recontacterons les intervenants pour la suite à donner parce qu'on a cette fameuse réunion du 20 mai. Donc, vous serez tous recontactés personnellement pour voir avec vous ce qu'on pourra faire pour la suite, justement, comme a demandé Arnaud. Et on y tient énormément également. Donc, merci à tous de votre présence et bien très, très bientôt. Mais comme le disait Arnaud, maintenant, il faut passer au concret. Exactement. Il faut pas dans le pragmatique. Et c'est certainement ce qu'il y a de pas le plus facile. Voilà. Il faut absolument regarder des sociétés comme Terre de Lin et SAS Minimum. Quand ils seront à la télé aux 20h dans 10 ans et qu'ils auront 600 personnes comme salariés, on en reparlera. Mais c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Absolument. Voilà. Mais merci à tous. Hein. Merci aux spectateurs. Donc, merci aux intervenants. Là, je parle au nom du président de notre association. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Catherine, tu peux te parler, Catherine? Oui, oui, oui. Voilà, il reste. Ah, il y a Jim qui est toujours là. Oui. Yann, Jean? Il n'y a presque plus de spectateurs, c'est bon.
Il y a encore quelques questions et discussions. Non, non, toutes les questions ont été répondues en fait dans le. D'accord. Et je sais pas, que Jim nous écoute, c'est pas très grave. Mais moi, je suis pas très optimiste quand j'entends tout ça, hein, parce que finalement,